Et donc, avec Julien Lebotte, qui a écrit Dans la tête de Mark Zuckerberg et qui a à peu près tout lu et tout entendu sur le sujet, on a remonté le fil de la création de la plateforme, depuis la fascination du père pour l'informatique jusqu'au succès. Et on est arrivé à l'idée qu'il y avait une sorte de naïveté fondamentale dans Zuckerberg, et donc dans Facebook. Une naïveté consistant à croire que relier les gens, les connecter, comme on dit dans la plateforme de Palo Alto, ça suffit à améliorer le monde. Le code. En même temps, je dois dire que je ne suis pas complètement satisfait de cette conclusion. On ne peut pas faire comme si il n'y avait pas tout ce qu'on sait de Facebook aujourd'hui. Cambridge Analytica et les données personnelles des usagers ouvertes à tous les vents, le contrôle à géométrie variable de ce qui circule dans Facebook, qui fait qu'un sein y est plus vite censuré que la propagande, etc., etc. Tout ça est de plus en plus critiqué et Zuckerberg, à chaque fois, donne l'impression de tomber des nues. Mais si je ne suis pas complètement satisfait de la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est aussi parce que je ne crois pas complètement en la naïveté de Zuckerberg. Je pense, et je crois que Julien Lebotte le pense aussi, que c'est plus compliqué que ça. Code changé. Code a changé. Le code changé. Prenons l'argent par exemple. Facebook est aujourd'hui valorisé aux alentours de 600 milliards de dollars et la fortune de Zuckerberg estimée à 60 milliards de dollars. Et tout ça n'est pas venu de rien. Au tournant des années 2007-2008, 3 ans après la création de Facebook, donc, Zuckerberg trouve son modèle économique et engage pour le mettre en place une femme qui est très très importante dans l'histoire de la plateforme. Cette femme, c'est Sheryl Sandberg. Elle venait de Google où elle avait déjà mis en place ce modèle. Et ce modèle, c'est celui qu'une chercheuse américaine du nom de Shoshana Zuboff a récemment théorisé sous le concept de capitalisme de la surveillance. En gros, on surveille les usagers. À partir de ce qu'on recueille, on constitue des bases de données personnelles et on les vend. D'ailleurs, si on arrête d'y mettre les grands mots et qu'on se place du strict point de vue économique, Facebook, c'est quoi ? C'est une immense régie publicitaire qui, en plus, est capable de connaître nos déplacements en temps réel et qui, du coup, le cas échéant, est capable de vendre aux annonceurs le fait de dire si vous voulez quelqu'un qui va en vacances au Sable d'Olonne, qui aime le surf et qui fera ceci ou cela, eh bien, on vous permettra de les cibler. Donc, quand on est sur des choses un peu badines ou anodines, on se dit que c'est pas très grave, mais on voit bien que quand on parle, par exemple, de questions politiques, de questions religieuses, même, pourquoi pas, de la vie de la famille, eh bien, voilà, ça devient très, très, très inquiétant. C'est un modèle qui est pernicieux parce qu'on n'a pas l'impression, quelque part, de livrer nos données à une entreprise privée. En revanche, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train de structurer une base de données bien plus complète que pour en avoir des services de renseignement sur l'ensemble des dimensions de nos existences. Quant à la question de l'argent, précisément, puisqu'il y a toutes ces connaissances sur l'ensemble des internautes, il y a la possibilité de le rentabiliser comme jamais. Et d'ailleurs, j'ai presque envie de dire, il y a une décorrélation totale entre l'image publique de Facebook et son succès en bourse. Facebook se porte, fin 2019, extrêmement bien. Et donc, on a un espèce de Zuckerberg bashing qui est en train de se passer. On a vu par exemple Alex